Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Marc Rochet, PDG d'Air Caraïbes, jusqu'à vendredi, puisque désormais vous êtes vendredi dernier. Donc c'était un homme libre qu'on reçoit ce matin sur ce plateau. Une nouvelle vie, une nouvelle carrière professionnelle peut-être s'offre à vous, parce que on sait comment sont les patrons. Ça faisait 20 ans que vous aviez ce poste-là. Vous n'allez pas aller vous occuper de vos rosiers, Marc Rochet. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, j'ai pas de rosier en plus, pour être tout à fait franc, mais j'ai d'abord une passion, j'ai une expérience, j'ai aussi une vision des choses. J'ai une société de conseil que j'avais montée il y a longtemps avec un de mes partenaires, Dominique Gretz, et ça s'appelle Aérogestion, et donc on va s'en occuper un peu plus sur d'autres sujets, les aéroports, le tourisme, le développement, l'écologie, sur lequel on raconte beaucoup de bêtises, et donc on a envie de s'investir et de continuer à s'investir, mais une page est tournée, et je souhaite bien sûr une grande vision, un avenir pour Air Caraïbes et French Bee et sa nouvelle équipe de direction. Vous partez dans un climat compliqué pour l'aérien. Vous dites on raconte beaucoup de bêtises sur l'écologie, mais on est aussi à un tournant où on attend beaucoup du secteur aérien qui à la fois a un succès monumental, on le voit dans les billets, tout le monde reprend l'avion et à la fois doit se décarboner. Pourquoi vous dites qu'on raconte des bêtises? Deux choses. D'abord, quand vous dites vous partez dans un moment difficile, non, et vous l'avez dit vous-même, il y a une vraie reprise. Alors dans les clientèles touristiques, les clientèles familiales, pas vraiment sur le trafic affaires qui lui a changé de mode de comportement. Et donc, c'est un secteur d'activité qui a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de missions à assurer. On a en face de ça une responsabilité fondamentale qui est la protection de la planète, comme tout le monde, mais peut-être nous aussi un peu plus que les autres. Et de ce qu'on entend, notamment du côté des politiques, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup un peu de n'importe quoi. Moi, je crois beaucoup à notre responsabilité, à notre capacité. On le voit avec la flotte d'Air Caraïbes et de French Bee, qui est faite d'A350, le meilleur avion dans ce domaine. Mais il faut encore faire plus. Pour faire plus, il faut deux choses. Il faut de la technologie, et encore de la technologie, et encore de la technologie pour consommer le moins possible. Et la deuxième chose, il faut du courage. Il faut du courage pour transformer les habitudes, pour dire la vérité aux gens, pour l'expliquer et les habituer peut-être à voyager différemment, à utiliser, nous, en tant que compagnie aérienne, les avions avec le souci d'économiser au maximum le carburant, nos pilotes, nos personnels, et de ce côté-là, il y a toujours une résistance au changement. Bon, un de mes slogans internes chez Air Caraïbes et French Bee, c'était de dire le changement, c'est tout le temps. Le changement, c'est pas maintenant, c'est tout le temps. Il faut inscrire ça dans l'esprit des gens. On va se parler de l'innovation, de ce que le secteur aérien a à faire aussi, de son rôle qu'il a à jouer. Mais avant que vous refermiez complètement le livre d'Air Caraïbes, Marc Rochet... Je tourne la page. Vous tournez la page. J'aime pas fermer les livres. Vous avez passé quand même 20 ans dans cette maison. Qui mieux que vous peut observer et avec le recul que vous avez, nous dire comment vous avez vu évoluer ce secteur. Qu'est-ce qu'il est devenu en 20 ans? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? En 20 ans, ce que nous avons fait avec Jean-Paul Dubreuil et sa famille, notre actionnaire, nous avons construit une compagnie moderne avec des avions les plus efficaces possibles, c'est-à-dire efficaces en matière de confort passager, mais aussi en matière de consommation de carburant. Et puis, nous avons vu cet accès de plus en plus grand à tous ceux qui avaient envie de voyager. Je vais prendre un exemple. Air Caraïbes, son nom l'indique, c'est l'outre-mer français. C'est les Antilles, c'est la Guyane et encore d'autres routes. Quelqu'un de ces régions-là voyageait avant, une famille, une grand-mère qui venait voir ses petits-enfants en métropole, allez, une fois tous les 2 ans. Puis on est passé à une fois par an. Puis on est en train de passer maintenant à une fois et demie. Donc il y a quand même cette volonté de se déplacer, cette volonté de rencontre, ce développement du tourisme. Les Antilles, il y a 20 ans en matière touristique, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Le transport aérien y a contribué en offrant les meilleurs avions, chez nous et chez nos concurrents, et puis les meilleurs produits, y compris sur le plan tarifaire, à condition de savoir voyager au bon moment. Ça a explosé. L'événement le plus marquant de votre carrière, c'est quoi? J'aurais tendance à dire que c'est le Covid. Est-ce que vous auriez imaginé un jour que plus aucun avion ne volerait dans les cieux du monde entier pendant plusieurs semaines? Non, ça faisait partie d'aucun scénario chez nous et chez nos concurrents. J'avoue que je me suis déplacé sur l'aéroport d'Orly vers le mois de mars 2020, après le discours du président le 17, et voir tous ces avions parqués, c'est quelque chose d'absolument écrasant. Vous vous dites, mais c'est peut-être la fin du monde.
monde. C'était pas la fin du monde, bien évidemment. Et ce qui a été aussi impressionnant, c'est notre capacité à réagir avec nos personnels. Dès le mois de mai 2020, on prenait les vraies mesures d'économie, y compris grâce au personnel. Je les en remercie ici vivement. Et puis, le redécollage lent. On a fait des choses merveilleuses avec les professeurs Lameau et Corti du SAMU de Paris. On a été la seule compagnie à faire des évacuations Covid depuis les Antilles, depuis Tahiti, depuis des territoires lointains. On ne savait pas ce qu'on faisait. On l'a fait parce qu'on avait cette passion et parce que les personnels avaient envie de le faire. Vous dites qu'il faut du courage pour changer les comportements et pourtant vous nous parlez des grands-mères qui peuvent venir plus souvent voir leurs petits-enfants en métropole quand elles viennent des dom-toms. Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors si c'est pas ça qu'il faut faire baisser comme comportement de consommation de l'avion, c'est quoi? Il faut aller vers la responsabilité la plus grande possible des acteurs du transport aérien et non pas, excusez-moi, un peu ce blablabla qu'on entend souvent du côté des politiques. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le transport aérien, c'est basé sur un avion qui a des performances, qui décolle et qui va atteindre sa destination selon un plan de route, selon ce qu'on appelle les lois de suivi des trajectoires décidées par le contrôle aérien. C'est pas optimisé. C'est pas optimisé. Les décollages, les montées, les descentes sont pas optimisées parce qu'on est encore dans des vieux systèmes, des vieilles technologies ou des vieux comportements. Si on faisait le maximum du côté de l'ATC, Air Traffic Control, allez, on gagne encore 5-6%. Si on décide que sur tous les aéroports, le matériel de piste, qui est un matériel relativement commun, je veux dire, on n'est pas face à une fusée spatiale, était électrique et non pas marché au gasoil, on gagne encore 2%, 3%. Ça demande de l'engagement, ça demande du financement, mais on le trouvera le financement. Et puis ça demande que chacun prenne ses responsabilités. Le ministre des Transports actuel, il parle beaucoup d'écologie, je ne l'ai pas encore vu dire. Dans 2 ans, dans 3 ans, il n'y aura plus que du matériel électrique sur les aéroports. Ça demande du courage. Il parle de taxes aussi, puisque lui, il veut les billets d'avion. C'est là où j'ai un petit différend avec les politiques. C'est que comme ils n'ont pas cette vision et ce courage, je le dis clairement, ils vont vers la solution de facilité. Donc on taxe, on retaxe. Je ne crois pas, je le dis franchement, que c'est la taxation punitive qui trouvera la solution. Excusez-moi. La solution, non pardon, c'est moi qui vous ai coupé, elle doit venir des industriels. Est-ce que vraiment on doit l'attendre des politiques, cette solution? La solution doit venir des industriels, vous avez tout à fait raison, elle doit venir des opérateurs. Donc c'est là où il faut du courage, c'est là où il faut de l'engagement. C'est sûr que pour Airbus, miser sur un avion encore plus performant que la 350 ou des moteurs encore plus performants, c'est une prise de risque, mais cette prise de risque, l'État doit la soutenir, doit l'encourager, et non pas dire on va se contenter de taxer Monsieur X pour donner de l'argent à la SNCF. Où est-ce qu'on a vu ça dans un monde normal? Baisser les taxes sur l'innovation pour l'encourager plutôt que de taxer? Pas baisser les taxes sur l'innovation, mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans l'automobile, il y a quand même quelque chose qui a formidablement bien marché, c'est la prime à la voiture électrique et autres, c'est-à-dire on donne un bonus à quelqu'un qui achète une voiture électrique, on va dire, et on donne un malus à ceux qui n'achètent pas ça. Si vous avez un gros SUV diesel, vous payez le maximum, et c'est normal. Dans l'aviation, j'ai proposé plusieurs fois cette solution. Par manque de courage, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Alors que le bonus-malus écologique, pourrait très bien s'appliquer à l'aviation et au passage ne changerait pas le volume de la taxe perçue, puisque pour aider ceux qui achètent de nouveaux avions, vous taxez les vieux avions. C'est simple. Bon, alors c'est sans doute pas simple à mettre en œuvre, mais faisons-le. Vous avez des idées, vous allez pouvoir étayer notre profil d'expert sur BFM Business. On vous accueillera dans le débrief avec plaisir. La question quand même de la décarbonation, vous dites l'État n'a que des idées de taxes, il essaie aussi de soutenir certaines filières. C'est le cas avec les SAF, les carburants verts pour l'aviation. Vous avez l'impression que là, on a une fausse piste, on se méprend, on en attend trop, ou c'est vraiment l'avenir ? C'est pas l'avenir. Là-dessus, j'ai des propos assez particuliers. Alors, c'est une piste. Je suis pas anti-SAF, soyons clairs. Mais pour être simple, les SAF, il y a 2 types de SAF, très rapidement. Il y a les SAF issus de la biomasse. Et la biomasse, il n'y en a pas assez. Ça sera à peu près 20% des besoins et encore dans le meilleur des cas. Et il faut aller ensuite casser, c'est chimique, des molécules de gaz carbonique ou des molécules d'eau. Ça demande beaucoup d'électricité. Un exemple, c'est pas moi qui le dis,
Le président de Lufthansa, il y a quelque temps, a dit, si je dois faire ça pour tous mes avions, il me faut la moitié de l'électricité allemande. Là, on est dans le jargon, on est dans quelque chose qui n'est pas réaliste. Donc je pense que les SAF, c'est une partie de la solution. La vraie solution, c'est de consommer de moins en moins. On est capable aujourd'hui d'imaginer, grâce à la technologie, des moteurs, des avions qui consomment encore moins que moins. Et il faut le faire. Et puis, viendra un moment où on aura de l'électricité pas chère. Je pense que ça viendra après le nucléaire, à travers des projets ITER et tout, très compliqués. Et là, on pourra trouver un carburant renouvelable à l'infini qui, lui, n'attaquera pas la biomasse. Marc Rochet, votre successeur... Mais c'est propos un peu complexe. La suite, ça va se passer avec Christine Ourmière-Widner, qui a pris la tête de la direction générale. Ce ne sera plus un poste de PDG ? Ah si. Non. Alors, soyons clairs. Christine me remplace dans tous mes postes, c'est-à-dire ceux de direction générale ou de président. Elle a une grande expérience. Ça fait 4 mois que nous avons travaillé ensemble côte à côte. On s'est très bien entendu. Donc on ne dissocie pas les fonctions. Non. C'est elle la patronne, c'est elle qui dirige l'avenir, aux côtés bien sûr de la famille de Jean-Paul Dubreuil et aujourd'hui de Paul-Henri Dubreuil. Et puis moi je reste comme administrateur, comme d'autres administrateurs, pour de temps en temps faire le point tous les 3 mois, de voir comment se passent les choses et comment on peut aller encore plus loin. Et vous allez pouvoir venir faire le point toutes les 3 semaines chez nous dans BFM Business avec votre franc-parler. On vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup Marc Rochet d'être venu nous voir.